Maintenant, nous continuons avec la deuxième table ronde, donc consacrée à la recherche au levier pour plus de sobriété numérique dans les établissements de santé, réduire les impacts environnementaux du numérique en santé et les leviers pour passer à l'action, avec Jean-Christophe Chaussat, président de l'Institut du numérique responsable. Pierre Cugnac, responsable d'ingénierie du poste de travail et gestion des configurations au CHU de Bordeaux. Richard Hanna, chargé de mission interministérielle numérique éco-responsable à la direction interministérielle du numérique, et Thierry Lebouc, directeur de la société Green Spector. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette seconde table ronde. Donc, l'idée, c'est de donner des exemples et des leviers pour agir et pour permettre aux uns et aux autres d'agir. Je vais commencer par vous, Monsieur Chaussat. Donc, je le redis, vous êtes président de l'Institut du numérique responsable, mais vous êtes aussi chargé de développement durable et du numérique responsable pour la DSI de Pôle emploi. Une première question sur, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez que sur la route, finalement, il y avait des panneaux qui nous disaient à combien on pouvait rouler et ce qu'on ne devait pas dépasser, si on veut rester dans les clous. Dans le numérique, il n'y a rien. Dans le numérique, c'est ce qu'on entendait aussi tout à l'heure, Mme Baudinière, je crois, c'est le numérique, c'est immatériel, et puis on a l'impression que finalement, il n'y a pas de limite, quoi. Or, il y a des limites, on le sait maintenant, avec l'impact sur le développement durable. Donc, vous, de votre côté, comment mesurer concrètement l'impact du numérique et comment sensibiliser les usagers à une utilisation raisonnée? Je faisais tout à l'heure, je disais à Mme Baudinière, le numérique, c'est pas automatique, mais justement, comment on le fait passer, ce message que il faut un numérique raisonné, quoi. Oui, le numérique, ça peut être fantastique, mais il y a quand même des points à vérifier. Oui, alors quand j'avais dit justement que sur la route, il y avait des panneaux pour savoir à quelle vitesse il fallait rouler, ça m'a fait réfléchir en fait à ce que j'avais dit, et c'est bien parfois de réfléchir une fois qu'on a dit un truc. Et du coup, je me suis dit que finalement, il y a un code aussi, il y a un code de la route qui nous apprend à conduire. Sur le numérique, on ne l'a pas. Donc, il y a des règles, il y a des limites, il y a des risques aussi à prendre en considération. Puis, il y a des phénomènes de consommation à prendre en compte également. Et puis, on a le choix, on a des alternatives, on prend sa voiture ou pas. Il y a d'autres, on a le choix du véhicule aussi. On n'est pas obligé de prendre un bus qui aurait un moteur de Formule 1 sur une autoroute à 4 ou 5 voies pour aller chercher sa baguette, par exemple, si vous voyez où je veux en venir. On peut travailler son éco-conduite également. On a des compteurs aussi qui nous disent comment on se situe. Sur le numérique, pour l'instant, on l'a pas. Donc, il y a des initiatives. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on est nombreux à avoir travaillé sur ces sujets-là. Et donc, le numérique, c'est toujours plus, en fait. C'est toujours plus vite, c'est toujours plus de débit, on passe toujours plus de temps connecté sur du numérique. On stocke aussi de plus en plus d'infos, d'images ou de films ou autres. Et c'est souvent de moins en moins cher. Les matériels sont moins chers, les abonnements, les forfaits diminuent également avec des capacités de stockage impensables. Et on l'a vu, il y a des impacts sur les ressources, sur les populations, et il y a aussi peut-être des risques sur notre hyper-connectivité. Donc, c'est peut-être aussi des sujets à regarder. Donc, oui, il faudrait peut-être aussi évaluer ces risques-là. Donc, on commence à avoir des outils qui permettent justement d'identifier quelles sont nos consommations, quels sont nos impacts, mais on est encore dans une phase où il n'y a pas d'uniformité. Quand on fait un bilan carbone, on en parlait, il n'y a qu'une seule méthode. Il y a un facteur d'émission qui est validé par l'ADEME. Pour le numérique, on est encore en train de chercher quels sont les bons facteurs, et suivant les experts, on n'a jamais forcément les mêmes niveaux, les mêmes expertises. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus pour essayer d'harmoniser ces facteurs d'émission et de pouvoir les mesurer concrètement. D'accord. Monsieur Hanna, à la DINUM, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont vos missions à la DINUM par rapport au numérique? Et vous parliez à l'instant d'éco-conception. Quelle est votre définition de l'éco-conception? Oui, bonjour à tous. Déjà, je m'excuse parce qu'une table ronde 100% masculine, c'est toujours un peu gênant. Donc, on est tous responsables, il faut vraiment qu'on fasse des efforts là-dessus. Voilà, exactement, parfait.
Donc, à la DINUM, donc direction interministérielle du numérique. Donc, je suis chargé de mission numérique éco-responsable. C'est une mission qui est interministérielle et qui est aussi copilotée par le ministère de la Transition écologique. Je ne vais pas être long. On a deux grands axes de travail. C'est l'accompagnement d'abord des ministères sur l'établissement de leur feuille de route, la mise en œuvre. Et puis le deuxième axe, c'est de documenter cette démarche-là. Donc Nathalie nous a présenté quelques documents justement. Je vais en citer 3 ou 4. C'est le guide des bonnes pratiques numériques responsables pour les organisations qu'on a coproduit avec l'INR. Et d'autres avec des contributions de pas mal d'autres acteurs privés, académiques. Je peux pas tous les citer, mais voilà, avec des contributions vraiment de plein de personnes engagées. Le guide d'achat réalisé avec la direction des achats de l'État sur les équipements matériels, mais aussi prestations intellectuelles. Donc, comment insérer des critères, des clauses environnementaux et sociaux. Et puis, référentiel d'éco-conception des services numériques, Nathalie en a parlé tout à l'heure, qui est plutôt axé sur la conception des services numériques, quelles sont les bonnes pratiques plutôt axées environnementales. Et puis, voilà, on publie des restitutions, des retours d'expérience, des vidéos aussi, malheureusement. Voilà, une boîte à outils de logiciels libres et open source plutôt dédiée à l'évaluation de la mesure. Et puis, donc pour la question éco-conception, donc qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? Votre définition, l'éco-conception. La définition, alors c'est vrai qu'il y en a plein. C'est la vôtre qu'on veut. Nous, en fait, l'éco-conception, c'est la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des services numériques. Et pour nous, ce qui est important, c'est, alors il y a 2 axes majeurs. Sur les terminaux utilisateurs, c'est vraiment réduire l'obsolescence du terminal. C'est d'allonger le plus possible la possibilité d'utiliser un ordinateur, un téléphone pour utiliser des services numériques. Donc, dans le référentiel, on parle de 5 ans minimum. Je sais qu'il y a en Allemagne des discussions sur porter le sujet jusqu'à 7 ans. Je ne sais pas combien d'entre vous avez des téléphones de plus de 5 ans, de plus de 7 ans. Pas beaucoup sans doute, mais voilà, le but c'est de vraiment viser cette durée-là. Hein. Normalement, on devrait tous avoir des téléphones qui durent 10 ans, des ordinateurs qui durent 10 ans. Malheureusement, voilà, on dépend aussi de choses qui nous dépassent, peut-être les systèmes d'exploitation. Donc là, il faut aller sur le niveau réglementaire, sur la pression aussi des consommateurs, etc. Et puis, il y a la dimension aussi énergétique. Là peut-être moins, peut-être que Thierry n'est pas d'accord avec moi, mais il en parlera tout à l'heure. Mais sur la dimension énergétique, moi, je dis, sur le terminal, c'est un peu moins prégnant. C'est un peu plus prégnant sur le côté data center, réseau, etc. D'avoir l'éco-conception, effectivement, à ce niveau-là est un peu plus importante puisque la consommation d'énergie côté data center, c'est à peu près 50% des impacts. Côté terminal utilisateur, surtout les smartphones, c'est à peu près 10%. Donc, il faut vraiment travailler sur l'obsolescence des équipements bien matériels. Voilà un peu pour une grosse définition au couteau. Merci. Monsieur Lebouc, donc je vous ai présenté comme président cofondateur un directeur de la société GreenSpector, mais vous en êtes le président cofondateur, hein, c'est ça? Exactement. Et puis on va dire aussi un petit mot de GreenSpector, c'est une entreprise à mission qui a été créée qui existe depuis 12 ans et qui accompagne les entreprises publiques et privées, essentiellement en France, sur la réduction de l'impact environnemental de leurs services numériques. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Donc vous, Monsieur Lebouc, je vous pose une question sur l'impact, la mesure d'impact, mais on en a parlé, Mme Bodinière a donné des exemples, vous venez d'en parler à l'instant. De votre côté, est-ce que finalement, c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce que c'est important de mesurer l'impact? En fait, tout commence par la mesure. Tant que vous ne mesurez pas, vous ne vous situez pas. Donc, c'est clair que la mesure, elle est la pierre angulaire finalement de l'action.
Quand on mesure, on a deux éléments, je dirais, en visu. La première, c'est de pouvoir se situer finalement dans le temps, entre finalement deux versions, deux appareils, enfin, quel que soit l'objet numérique qu'on observe ou le service. Donc ça, la mesure est essentielle. Elle nous permet aussi de constater des gains ou des déviations, on va dire, par rapport à des objectifs ou par rapport à d'autres éléments. Donc c'est un élément important. Et puis derrière, la mesure va permettre aussi d'identifier des choses qui fonctionnent mal. Voilà, donc c'est bien dans le dysfonctionnement, une surconsommation d'une ressource ou quelque chose qui peut provoquer l'obsolescence finalement d'un matériel, son inadaptation à faire tourner finalement un service numérique, qu'on va pouvoir se rendre compte que cette mesure finalement, elle nous permet aussi de pouvoir cibler des endroits qui font mal finalement dans un parcours numérique. Voilà. Donc la mesure, elle est essentielle. Et c'est vrai que moi, je fais la différence entre la mesure et l'évaluation, mais ça, c'est une question de vocabulaire. La mesure, elle dépend de quelque chose qui est physique, on va dire d'une certaine manière, d'une donnée physique, par rapport à une évaluation qui, elle, traite plutôt d'une modélisation de quelque chose qui permet par exemple, sur les impacts environnementaux, qui va permettre de traduire une réalité physique en des indicateurs finalement environnementaux qui eux-mêmes ne sont pas des indicateurs physiques directement. Donc la mesure physique est importante parce que c'est ça qui va permettre aussi de bien comprendre et surtout de bien comprendre ce qui se passe derrière, parce qu'une fois qu'on a fait les impacts environnementaux, on a besoin d'avoir ces mesures physiques pour pouvoir agir concrètement. Et bien sûr, on va être plus précis quand on va projeter les impacts environnementaux, quand on aura de la mesure physique. D'accord. Et juste pour rejoindre ce qui était dit tout à l'heure par Richard, on est d'accord sur la consommation énergétique. Moi, je rajouterais quand même quelque chose sur la consommation énergétique, c'est que il est important de la mesurer parce qu'elle va aussi provoquer des choses. La mesure énergétique va provoquer, par exemple, la fin de vie d'une batterie. On a beaucoup d'appareils sur batterie, les objets connectés, les smartphones, les tablettes, les PC portables. Et plus vous utilisez, plus vous consommez d'énergie, plus vous accélérez finalement votre cycle de charge et de décharge de votre batterie, qui fait qu'à un moment donné, elle est usée. Donc, c'est pas l'énergie directement qui est et le coût de l'énergie, le coût environnemental de l'énergie, mais aussi ce que va provoquer le stockage de l'énergie, en l'occurrence sur la batterie. Et là, on a aussi un impact direct sur le matériel et sa fabrication d'une certaine manière. D'accord. Monsieur Cugnac, vous, au CHU de Bordeaux, vous faites beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. Vous faites beaucoup depuis un petit moment. Le CHU est très engagé dans une démarche de développement durable. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, vous avez fait des choses, vous les avez mesurées. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez fait et nous donner un ou deux exemples de choses qui ont bien marché? Pas faire trop long. D'abord, merci pour votre invitation. J'hésitais à venir, je le dis devant tout le monde. J'hésitais à venir, pourquoi ? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est le moment de montrer ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que ça présente quelque chose de suffisamment dimensionnant pour donner l'envie aux gens? Est-ce que c'est pas attaquable dans les choses qu'on a fait? Parce que, bien évidemment, on peut donner plein d'exemples, plein d'informations sur ce qu'on fait, mais tout est discutable. Et en écologie, chaque chiffre, chaque bonne pratique peut être contestée ou contredite par une autre bonne pratique. C'est très compliqué aujourd'hui. Ça touche quand même la façon de vivre des gens et c'est ça, et de la sensibilité des gens. Au quotidien, vous l'avez dit, dans les blocs opératoires, les gens se sont investis parce qu'à un moment, ils se sentent touchés. Donc, voilà. Juste pour donner une volumétrie, d'abord, c'est pas par rapport à d'autres acteurs ici. J'apprends plein d'informations, je me forme en même temps, donc ça, c'est génial, avec des gens que j'ai beaucoup lus et que j'ai cités notamment dans des guides. Donc, je suis ingénieur poste de travail sur un parc de 10 000 ordinateurs. Donc, il se trouve que je suis aussi depuis 5 ans référent sur la sobriété numérique et avec le rôle que j'ai techniquement au quotidien, j'ai pu agir directement sans avoir sollicité plusieurs équipes. J'étais directement dans la soute. Donc ça m'a aidé déjà pour lancer des choses. On est sur donc au CHU de Bordeaux, on est sur on va dire un établissement de 15 000 agents, en gros, avec 3 000 lits, 10 000 postes de travail, à peu près 1100 smartphones, 14 000 lignes téléphoniques. Je cite des chiffres parce que la mesure, elle est là aussi. À un moment, il faut dire les chiffres. Je viens vous porter un témoignage de terrain de très bas niveau, on va dire, mais on a démarré très bas. 2000 points d'impression, donc ça compte, 1200 serveurs, 3000 téras de données en ligne, parce qu'on parle de données, du poids des données, des data centers, mais on est dans le médico-légal, dans la conservation des données, à 20 ans.
minimum. Je n'ai pas les dernières données. Donc, 20 ans de données à conserver dans l'imagerie, dans la biologie, dans tout le dossier patient. Ça pèse énormément et on ne peut pas dire, bon, finalement, on va moins stocker parce qu'on se pose la question du bilan carbone. Non, c'est juridiquement, il faut prouver pendant 20 ans qu'on a les données, les informations et que les choses ont été bien faites médicalement. Je ne vais pas glisser sur ce terrain-là, c'est pas du tout mon terrain, mais ça a un impact directement sur nos technologies et sur nos salles de stockage. Voilà, en gros, on est sur 18 000 boîtes aux lettres actives, parce que quand je dis 15 000 agents, c'est 15 000 ETP, donc il y a un volant d'agents en permanent mouvement, on va dire, plus des formations. Et en gros, on échange à peu près 400 000 mails par semaine avec l'extérieur et on en stocke 35 millions pour 18 000 boîtes aux lettres. Voilà, ça, c'est notre quotidien. On verra après avec les résultats du challenge, voilà. si vous avez... Donc, en fait, oui. Non, mais je ne donne pas plus de résultats que ça, mais pour vous dire le poids, en fait, le poids de ce qu'on conserve. Voilà. Après, ce qui était difficile pour moi de démarrer il y a 5 ans, parce que là, on parle de choses extrêmement vertueuses, éco-conception, mesures, etc., des choses complètement abstraites. Si on avait démarré la démarche au CHU par ça, c'est comme si on avait dit aux gens, voilà, on va monter un immeuble de 4 étages et vous allez passer par la façade. Et c'est très facile. Donc, en fait, on a démarré très simple. On a dit, il n'y a pas d'ascenseur pour monter. On passe pas par la façade parce qu'on va tomber. On va passer par l'escalier et on va monter une marche après l'autre. Et vous savez ce que j'ai fait concrètement pour embarquer d'abord mon propre service qui n'avait pas la culture écologique, c'est qu'on a commencé par trier les dosettes de café. Voilà par quoi on a commencé la sobriété numérique au CHU de Bordeaux. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on jetait à la poubelle 20 000 dosettes de café par an. On va dire qu'on est 130 et quelques. Tout le monde ne prend pas de café, mais en 200 jours travaillés, on était à 20 000 dosettes de café qui finissaient dans un incinérateur. Donc, on s'est entendu avec le jardinier. J'ai mis des composteurs. J'ai démarré comme ça, tout simplement. Des petits composteurs à côté des machines à café. Tout le monde a rigolé au début. Et puis après, on a entendu les poubelles qui claquaient le matin. Et puis après, le jardinier a composté tout le parc, les arbres et autres, avec les dosettes de café de l'informaticien qui ne tient pas sans dosettes de café. Donc, on a démarré comme ça. On s'est dit, mais comment inciter un service de 130 personnes qui gère une telle usine à s'engager dans une sobriété numérique quand on ne trie même pas nos déchets au quotidien dans notre propre service. On trie à la maison et, vous l'avez dit dans les blocs, on ne trie pas au travail, dans l'entreprise. Une aberration vu le temps qu'on y passe. Donc, on a commencé alors j'ai pris quelques notes, on a commencé par trier les dosettes de café, de thé, les déchets alimentaires, le papier, puis le carton, puis les piles usagées, puis les instruments d'écriture, parce qu'on utilise encore des stylos, même dans le numérique, puis les cartouches d'encre, puis les déchets électroniques. Alors, les déchets électroniques, c'est 20 tonnes par an. Les instruments d'écriture, les stylos, c'était 20 000 stylos par an, qu'on envoie à une association TerraCycle qui nous redonne des points et qui finance une association d'animation pour les enfants, pour les jeunes hospitalisés. On a fait que des cercles. On a essayé de faire des cercles vertueux, à moindre coût, voire à coût gratuit, parce que c'est souvent des associations locales d'insertion qui font travailler des gens et qui rentrent dans ce système-là. Donc, c'est ce qu'on a fait en premier. Voilà. Parce que ce qui était difficile aussi, c'est de se dire, il a fallu un moment rattraper la fracture numérique en France, rattraper le niveau d'équipement des foyers, de l'hôpital, du travail. Après, il y a eu le télétravail qui est arrivé, plus le confinement. Donc, on a explosé nos usages numériques. Et là, on va dire, stop, on fait n'importe quoi, on en utilise trop. Ben, ça, ce n'était pas un discours entendable. Là, c'était rentrer directement dans le quotidien des gens et leur reprocher d'utiliser un outil qu'on leur demande d'utiliser au quotidien pour travailler dans l'hôpital. Donc, c'était compliqué parce qu'en fait, tous ces outils sont arrivés là. Il y a eu un manque de formation, d'information. Il n'y a pas eu d'accompagnement d'utilisation. Beaucoup de gens apprennent sur le tas dans les services, les usages pour coder les actes, pour rentrer tel et tel logiciel. On n'a plus le temps, on prend plus le temps assez de former les gens. Or, on leur a dit, vous devez travailler avec cet outil tout le temps, de partout et un peu n'importe quand. Parce que le télétravail, c'est un confort, on va dire, mais en même temps, ça a complètement démultiplié les usages sur les outils numériques. Monsieur Cugnac, je suis déjà trop long. Non, je vous coupe parce qu'en fait, je voudrais poser une question à Monsieur Hanna sur par rapport à ce que vous venez de dire. On ne peut pas faire moins numérique, c'est compliqué, hein, on le sait, mais il faut essayer de faire mieux. Et donc, ça passe peut-être ça doit passer sans doute par l'éco-conception. Enfin, vous me le confirmez, Monsieur Hanna. Comment on fait de l'éco-conception aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des labels? Qui sont les acteurs du secteur qui peuvent vers lequel peut-être, je ne sais pas, des DSI par exemple pourraient
qui auraient besoin d'informations, de conseils? Sur les actions numériques, les leviers, on les connaît, c'est allonger la durée de vie des équipements, réduire le nombre d'équipements, réduire la taille d'écran. C'est vrai qu'après, sur la partie, sur l'e-santé, c'est très spécifique. Je ne sais pas si on peut allonger la durée de vie des équipements, si c'est des appareils qui durent déjà peut-être très longtemps. Mais sur les postes informatiques, c'est les mêmes, j'imagine, problématiques que n'importe quelle organisation. Et effectivement, ça, c'est les leviers les plus importants, en fait. Et l'allongement de durée de vie des équipements, ça passe par allonger déjà les usages en interne, réemployer en interne, peut-être mutualiser des sujets, et il y a un truc, c'est la multiplication des écrans, quoi. Les écrans dans les couloirs qui affichent des informations que personne ne regarde, peut-être. La multiplication des écrans sur les postes de travail. Avant, on en avait un, ensuite on est passé à 2, ensuite à 3. Avec un ordinateur portable, ça fait 4 écrans par personne pour certains profils. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et puis, et allonger la durée de vie des équipements, j'en parlais tout à l'heure, ça passe effectivement par l'éco-conception des services numériques qui auront des impacts à la fois sur les usagers, mais aussi sur la puissance informatique dont on a besoin. Et donc, pour ça, effectivement, est-ce qu'il y a des labels aujourd'hui? Je dirais que non, sur l'éco-conception. Ce qui est important, c'est davantage former, en fait, peut-être plus certifier les gens, en fait, les compétences, plutôt que labelliser. C'est vrai qu'il y a des sujets de réflexion aussi chez nous. On va dire plus pour, comment dire, pas la carotte, mais pour motiver les agents ou les services, les ministères à travailler sur le sujet, effectivement, de proposer un label ou une récompense, on va dire, ou en tout cas pouvoir auditer les services numériques et dire effectivement là c'est pas mal ce que vous avez fait, voici les axes d'amélioration. Donc je dirais là-dessus, effectivement, on peut travailler sur l'aspect label, mais certifions d'abord les compétences. C'est le plus important. D'accord. Peut-être qu'à ce stade, il y a déjà quelques questions sur le chat. Ah, oui, monsieur Affiani aussi. Non, pas encore. Si, mais je oui, sais pas si le docteur Affiani voulait pas. Monsieur Affiani, allez-y. Je reviens à la question de la conception écologique, parce que la conception écologique du soin, nous nous sommes juste inspirés de la conception écologique industrielle, et qui reprend les éléments de la fabrication à l'usage, au prolongement de l'usage, c'est ce que vous dites, jusqu'à l'élimination. Et vous aviez parlé aussi des aspects réglementaires. Je voulais juste faire un commentaire plus qu'une question, c'est que aujourd'hui, on a la loi du pollueur-payeur, où le prestataire qui nous vend un dispositif est responsable de son élimination. Et d'ailleurs, on le voit, on l'a vu apparaître sur les objets numériques avant, puisque quand on achète un objet numérique chez un commerçant, il nous fait facturer son coût d'élimination. Est-ce que vous avez, vous, dans ce contexte-là, pour nous, les usagers de la santé, des préconisations? Alors, la fabrication, on n'a pas la main dessus. L'élimination, on va dire que c'est réglementaire, que ça rejoint, mais entre les deux, est-ce que vous avez des préconisations pour nous, pour un usage éco-responsable de ces outils numériques dans la santé? Juste, effectivement, principe pollueur-payeur, effectivement, c'est après la collecte et le recyclage des D3E gratuitement. Vous n'avez pas forcément besoin de payer. Il y a des collectes gratuites pour les organisations, et donc il y a des éco-organismes agréés pour collecter, recycler. Mais il ne faut pas se dire que effectivement, je fais la collecte, le recyclage des équipements. C'est bon, je peux dormir tranquillement. En réalité, on n'a pas forcément réduit les impacts environnementaux. On a juste traité les équipements et on les a pas envoyés en Afrique ou en Asie pour être traités dans des conditions dégueulasses. Mais sur l'usage, peut-être… Ouais, je vais prendre Monsieur le relais, Clignac, oui, parce que du coup, j'étais peut-être un petit peu long sur le premier. Non, je vous en prie. C'est très, très important quand on fait une démarche sur effectivement la sobriété numérique ou l'écologie en général, je pense, de bien prendre en compte tous ces aspects humains, de proposer, pas d'imposer,
cette démarche et que les gens, petit à petit, en fédérant, en les associant, ils s'approprient le processus. On ne peut pas forcer les gens à faire du tri, à changer leurs usages. Donc nous, on s'est concentré dans nos informations sur la formation des gens. Donc, garder plus longtemps ces équipements, déjà, on est sur, nous, à peu près 6 ans d'équipement, en termes de poste de travail, 6-7 ans. Diminuer le nombre d'écrans, c'est compliqué. Pour une station d'imagerie, un radiologue, il a besoin de plusieurs écrans pour interpréter. Les postes de travail au niveau ergonomie, on a de plus en plus d'applications métiers qui ont besoin. On parle de gains de productivité de 20% quand on a plusieurs écrans au niveau concentration, au niveau ergonomie du poste. C'est difficile de diminuer ça. Ça, c'est clair. En termes d'économie d'énergie, on a réglé sur le parc. Alors, je vais prendre des exemples concrets de ce que j'ai mis en place, n'est pas la vérité. Mais sur les postes de travail, on a activé une économie d'énergie à 40 minutes. Sur les ordinateurs portables, sans utilisation, bien sûr, il se met en veille à 40 minutes, donc on économise déjà ce premier-là. Sur les portables, c'est tombé à 10 minutes. Sur les points d'impression, c'est réglé à 1 heure. Ce sont des paramètres, des stratégies de sécurité qu'on met en place sur les postes et sur les points d'impression qui sont non modifiables par l'utilisateur. Il est hors de question de faire peser les économies d'énergie sur les utilisateurs en disant éteignez tous les ordinateurs le soir et restez 1 heure de plus, éteignez toutes les lumières, faites ceci, cela. Non, on a essayé d'automatiser, de pousser des stratégies importantes là-dessus. Donc, effectivement, la durée de vie des équipements, les smartphones, c'est pareil, on est à 4 ans, on est sur des marchés nationaux, peut-être qu'on n'a pas de mérite, mais on a négocié des marchés pour qu'il y ait une certaine durée de vie et un amortissement en termes d'équipement et d'investissement. On renouvelle à peu près, on va dire, 1/5 du parc tous les ans. On a mis en place un circuit de recyclage avec sous forme de dons. Alors, il y a le D3E, les déchets électroniques qu'on recycle, mais sous forme de dons vers des associations, des écoles et autres. On est à peu près à 12 000 ordinateurs recyclés depuis 8 ans. C'est-à-dire les ordinateurs dits obsolètes chez nous partent sur une deuxième vie de 4 à 5 ans. Donc, en fait, un équipement que le CHU de Lourdes achète, il va durer 10 ans. Pendant le confinement, on a livré 2 fois plus d'équipements obsolètes en portable et en équipement fixe liés aux gens qui étaient isolés, qui avaient la fracture numérique, de gens à qui on disait faites du télétravail ou prenez les cours de l'enseignant à la maison. Ils n'avaient même pas de matériel pour faire ça. Donc, on a doublé nos livraisons. Au fur et à mesure que le parc est renouvelé, il est entièrement recyclé. Donc, on essaie de faire peser en fait nos stratégies à travers de la technique. On essaie d'appliquer les bonnes recommandations d'usage d'un parc industriel. D'accord, merci. On peut prendre la question du chat et puis après j'aurai une question pour vous, Monsieur Chaussat, et pour vous, Monsieur Lebouc. Donc une remarque des participants qui estiment que dire que la mesure est le début de tout est une excuse pour retarder toute action écologique simple et logique, entre guillemets, telle que prendre en compte un contrat d'électricité verte, par exemple, à titre d'exemple. Qui veut répondre à cette question ou cette remarque? Moi, je sais pas. Quand je sais pas si j'ai de la température, je prends un thermomètre et puis je regarde. Et effectivement, ça me donne une indication. Je pense que la mesure, elle est importante. En tout cas, c'est le début de tout quand on veut engager finalement une démarche. De savoir aussi d'ailleurs si les efforts qui sont apportés, il y a eu parfois des engagements financiers, de se dire mais tout ça a eu du sens parce que finalement on obtient bien des résultats. Donc je pense qu'il y a quand même une logique quand même de pouvoir se mesurer et aussi d'ailleurs rendre des comptes parce qu'on peut dire d'une certaine manière j'ai engagé des démarches, quel résultat j'ai obtenu. Donc c'est important de pouvoir avoir cette mesure d'une certaine manière. Oui, je totalement cet avis. Si on n'a pas de mesure, on ne sait pas de quoi on part et vers quoi on veut aller. On a mesuré sur le CHU avec nos 2000 points d'impression, on est à 20 millions d'impressions par an, c'est-à-dire à peu près 6 pages par personne par an. Voilà. Et qui dit mesure dit objectif. Voilà, et on avait un objectif. Donc, l'objectif, c'était de numériser tous les documents à l'entrée dans le circuit du patient, de mettre des points de numérisation pour qu'il n'y ait plus le système, je photocopie le passeport. C'est très, très basique ce que je vous dis. Le passeport, la photométrie, etc. Donc, les logiciels sont prévus pour accueillir cette dématérialisation des pièces en question. Et les points d'entrée dans tout le circuit patient qu'on a mis dans tout l'hôpital, c'est quand même 300 unités de soins, c'est énorme. Pas d'accueil patient, il y a voilà. Et on a mis en place des points de numérisation pour dématérialiser, diminuer les impressions qui sont paramétrées en recto verso, en noir et blanc, par défaut, avec des sécurités sur les copieurs. Tout ça, c'est des actions techniques de terrain et qui ont un impact directement sur la mesure et la conséquence et la consommation. Là, je vous donne des... Oui, c'est très concret. C'est très concret. Monsieur Chaussat, justement, je vous donne... Oui, je vous en prie. Je suis pas du tout d'accord. C'est bien. Non, je suis en partie d'accord et je rejoins quand même le côté inaction parce que moi je l'ai vécu.
de par l'expérience d'accompagnement. Et effectivement, on nous a souvent dit faut qu'on mesure, faut qu'on ait des ordres de grandeur, et on ne sait pas faire, donc on ne fait rien. OK. Et en fait, en réalité, il y a des actions simples. Quand on dit allonger la durée de vie des équipements, réemployer plutôt que de stocker, réemployer au lieu d'envoyer à la déchetterie, à la collecte, on n'a pas besoin de mesurer. Enfin, on sait que ça sera forcément vertueux. Enfin, moi, j'ai eu des exemples de gens qui ont dit non, il vaut mieux remplacer des ordinateurs vieux par des plus récents parce qu'ils sont plus efficients. Mais en réalité, même l'ordinateur le plus efficient ne permet pas de contrebalancer la fabrication, l'impact de la fabrication des équipements. Donc effectivement, parfois ça sous-tend de l'inaction, du statu quo, donc il faut faire attention avec ça. Mais effectivement, faut mesurer parce que dans certains cas, ça peut être contre-productif. Notamment, il y a eu une étude dernièrement de l'ADEME sur l'achat reconditionné. Dans certains cas, si vous achetez reconditionné chaque année et vous réemployez, vous changez de téléphone chaque année, en fait, c'est contre-productif. Vous augmentez les impacts environnementaux en disant moi, j'achète reconditionné chaque année. Ça ne veut rien dire. Donc, effectivement, de bien mesurer les impacts environnementaux, vraiment analyse de cycle de vie, c'est-à-dire fabrication, usage, fin de vie, c'est super important. Vous avez des études comme ça où effectivement on va mesurer, mais on va mesurer que sur la phase d'usage et de dire en phase d'usage, je suis parfait, c'est vertueux, donc on peut continuer comme ça. Et en fait, on va avoir des transferts de pollution liés à la fabrication ou à la fin de vie. D'accord. Monsieur Chaussat, vous qui travaillez avec une DSI, et il y a un public de DSI ici dans la salle et en ligne. Est-ce que c'est au DSI, aux directions des systèmes d'information, de porter ce sujet dans un établissement? Dans la précédente table ronde, on a parlé des achats et il ressort même de tous les échanges qu'on a jusqu'à présent que tout ça doit être fait de manière transdisciplinaire, de manière transversale. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vais rentrer dans mon rôle de président de l'INR. J'aurais peut-être dû présenter aussi un peu plus l'association. Allez-y, oui, en quelques mots. L'association loi 1901, donc à but non lucratif. Et notre rôle, justement, c'est de mettre tout le monde d'accord, essayer de faire en sorte que toutes les bonnes initiatives, toutes les innovations, toutes les expertises se mutualisent de manière à produire des livrables qui ont du sens du fait du nombre des utilisateurs qui ont participé et qui au final ont partagé toutes leurs connaissances pour produire un livrable. C'est ce qui s'est passé avec le guide des achats numériques responsables. Il y a tout un collectif qui a travaillé et l'INR n'a pas hésité à s'effacer derrière la DINUM et derrière la direction des achats de l'État pour publier ce guide. Pareil pour le référentiel des bonnes pratiques. Donc, il y a des outils qui existent. Vous pouvez regarder sur le site de l'Institut, institunr.org. Tout ce que l'on met à disposition est libre de droit et d'utilisation. Et c'est là où quand je parlais tout à l'heure des mesures, il faut être humble sur ce dispositif car il est encore en phase de progression. Et tant qu'on n'aura pas des données libres de droit, on ne sera pas d'accord sur les usages. L'ARCEP, il faut qu'on travaille avec l'ARCEP, il faut qu'on travaille avec le Shift, il faut qu'on travaille avec tous ceux qui sont avancés sur ces sujets-là et essayer de faire un référentiel qui tient la route et qui est porté par tout le monde. Donc du coup, oui, les mesures, c'est pas tout, mais c'est important. Les acteurs, c'est tout le monde, c'est évidemment n'importe qui dans l'entreprise qui doit se mobiliser pour ça. Et pour ça, il faut, comme quand il y a une urgence en termes médical, c'est mon brevet de secouriste, c'est le premier pas. Donc, c'est protéger, alerter, secourir. Pour le numérique, c'est avant tout comprendre quels sont les enjeux, quels sont les impacts, mesurer justement. Ça ne sert à rien de comprendre les enjeux si on ne se fixe pas d'objectifs, et pour se fixer des objectifs de réduction, il faut malgré tout avoir des mesures et c'est ce qui va permettre de décider justement et d'agir. Donc la phase, elle est dans ce style-là. Après, sur la question purement de la DSI, le numérique responsable, de l'expérience que l'on a de l'ensemble de nos membres, on a différents collèges justement. On a des collèges ESN, on a des collèges grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, on a des collèges de l'éducation, des collèges ONG, associations et collectivités. Ce qui fait qu'on a un panel représentatif de l'ensemble des usages et des besoins. Et ces collèges, évidemment, travaillent au livrable que l'on produit. Donc, du coup, on réalise et typiquement, on voit le sujet qui est arrivé, et notamment lors du lancement de Planète Tech Care,
où on a eu l'opportunité de présenter la charte numérique responsable, qui est donc de l'INR, avec une checklist de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Ça n'engage que ceux qui la signent, mais malgré tout, il y a une checklist des bonnes pratiques et ça représente ce qu'il faut faire. Après, il existe aussi un label, il y a le label numérique responsable, qui lui rentre plus dans le détail de ce qu'il faut faire. C'est opéré par l'agence Lucie, puisque nous, on est tous bénévoles, on a du boulot en plus. On le fait bénévolement, tout ce que l'on travaille sur l'INR. Et donc là, par contre, c'est un mode opératoire qui est porté par l'agence Lucie qui est le référent ISO 26000 sur la RSE. Et donc, il y a différents outils, différents éléments. Et ce qui était intéressant de voir justement lors du lancement de Planète Tech Care, c'est que la première opération de signature de charte qu'on avait fait aussi en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, là, lors de la deuxième opération de signature, c'était des présidents directeurs généraux des grands groupes qui signaient. C'était plus au niveau de la DSI. Oui. Et c'est là aussi où il faut bien faire comprendre que le numérique responsable est une sous-entité de la politique et la stratégie RSE que doit mener une organisation en termes de lutte contre le réchauffement climatique, d'inclusion et autres. Donc ça doit être porté ça doit être porté au plus haut niveau, et d'où l'intérêt aussi de Planète Tech Care pour amener les plus hauts dirigeants à s'engager sur le fait de faire leur bilan carbone, parce que toutes les entreprises ne le font pas. Tout le monde ne le fait pas, oui. Voilà, et en plus d'y intégrer la dimension numérique qui a aussi son impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des solutions qu'on est nombreux à essayer de porter. C'est incitatif le bilan carbone ou c'est coercitif? Toute entreprise supérieure à 250 personnes doit faire son bilan carbone, sinon c'est... alors je crois que c'est tous les 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Oui, c'est le BGS, le bilan de gaz à effet de serre qui doit être publié en préfecture. Et sinon, c'est 15 000 € d'amende. Je précise, effectivement, c'est le BGS. Les établissements de santé ont beaucoup plus que 250 personnes. Tu fais bien de préciser, c'est le BGS, donc bilan des émissions de gaz à effet de serre, et bilan carbone, c'est une autre méthode c'est pas celle qui est obligatoire. D'accord, c'est l'ADEME la méthodologie de l'ADEME, c'est ça? D'accord. Oui, il y a tout, d'accord. Monsieur Lebouc, vous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des établissements de santé pour mener à bien cette politique, cette recherche de sobriété numérique? Alors, moi, je vais prendre l'orientation d'un service numérique, qu'il soit interne ou externe, pour essayer de comprendre, puisqu'on va traverser une chaîne d'impact, en fait. On va traverser, bien sûr, l'usage, celui qui va utiliser, mais aussi, bien sûr, toute l'infrastructure derrière qui doit être déployée pour pouvoir utiliser ces services. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que, bien sûr, on a des actions qui sont liées au renouvellement du parc et à l'extension au maximum, finalement, de ce qu'on peut faire dans des usages quotidiens de tout ce matériel. C'est là que va être l'impact majeur, qu'on soit côté data center, réseau et aussi, surtout, poste de travail, de manière générale. Ce qui est important, c'est que, finalement, un service numérique ne viennent pas contraindre un système existant pour finalement engager son renouvellement. Donc, de cette manière, il faut absolument que le service numérique qu'on va développer ne vienne pas quelque part consommer trop de ressources. Alors, on peut parler in fine d'impact environnemental, quel qu'il soit, carbone et autres, mais on peut raisonner tout simplement en impact aux ressources qu'il va utiliser. Les ressources aussi simplement que des ressources IT. Quelque part derrière, toutes ces ressources IT peuvent se matérialiser ou peuvent se modéliser en impact carbone. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir, quand on regarde un service numérique, s'assurer qu'il n'est pas trop dispendieux, qu'il reste sobre et frugal, pour éviter finalement d'avoir, à un moment donné, un impact sur le matériel qui va être utilisé, que ce soit dans les espaces de stockage, dans les espaces d'acheminement de la donnée, la logistique de la donnée, mais aussi, bien sûr, dans l'usage au quotidien. Un ordinateur qui doit accéder à un service numérique qui est dispendieux sur un poste de travail qui ne suffit plus en termes de prérequis, eh bien, ça va forcément provoquer en tout cas une insatisfaction et peut-être à un moment donné un changement de ce matériel. Donc, il est important effectivement de pouvoir regarder cet angle du service numérique pour qu'aucun service numérique, et de manière élémentaire, mais aussi de manière plus globale, l'ensemble des services numériques auxquels on accède, pour s'assurer que ces services numériques ne viennent pas provoquer tout ça. Donc, tout ça, il faut effectivement l'intégrer dans une démarche ou ce qu'on appelle d'éco-conception de services numériques, de manière finalement à pouvoir intégrer tout ça dès qu'on conçoit un nouveau service numérique. Voilà. C'est vrai en interne d'une DSI, mais c'est aussi vrai, bien sûr, quand on s'adresse à des utilisateurs externes de l'organisation. Et même souvent,
c'est des services qui sont encore plus massivement utilisés et qui, d'une certaine manière, on doit encore être plus vigilant avec ces services vis-à-vis de l'extérieur et de ces impacts. Donc, mesurer effectivement tout ça et de l'intégrer finalement dans un processus de fabrication. Tout ce qui n'est pas intégré, tout ce qui est un peu, je le ferai si j'ai le temps ou je le ferai si j'ai des moyens, finalement, n'est pas pris en compte. Donc, c'est important de pouvoir l'intégrer dans un processus de fabrication d'un service numérique. D'accord. Monsieur Pessot, vous vouliez réagir? Non, d'accord. D'accord, merci. Une question pour vous, Monsieur Cugnac. Vous, au CHU de Bordeaux, vous avez réalisé un guide des unités durables et qui peut-être fait un peu la synthèse un petit peu de ce qui vient de se dire. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce guide et nous dire plus spécifiquement sur le numérique, qu'est-ce qu'il apporte en fait? Alors, en fait, il décrit, comment dire, on a parlé effectivement d'usage numérique, et j'ai évoqué l'éducation finalement aux outils. Est-ce qu'on a besoin d'être connecté partout, tout le temps, et que tout soit allumé en permanence? Bon, déjà, c'était un des premiers usages. Donc, ça a décrit à peu près ce que je vous expliquais dans les différentes thématiques. Un exemple concret qu'on a mis en place aussi, c'est sur les navigateurs. On a mis un moteur de recherche par défaut. Plutôt que les gens aillent sur Google ou autre, on a choisi Ecosia collégialement. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui, toutes les 45 recherches, plante un arbre via un système, une ONG, etc. Enfin, vous chercherez, vous verrez Ecosia. Et les utilisateurs ont la possibilité de voir le nombre d'arbres qu'ils ont plantés. Donc, quand on a 10 000 machines avec potentiellement 15 000 utilisateurs qui surfent tous les jours, ça a du sens. Voilà. Donc, le guide, effectivement, c'est le guide des bonnes pratiques. Alors, j'en ai amené un exemplaire papier. En fait, c'est un guide qui est lié à l'engagement du CHU dans une démarche d'unité durable, mais qui englobe en fait une unité durable, une unité de soins, et toutes les bonnes pratiques peuvent avoir une unité de soins à tous les niveaux. On parlait des dasseries, le déplacement, la sobriété numérique, les éco-soins, etc. Et dans ce guide, effectivement, on a fait un chapitre sur le numérique. Alors là, aujourd'hui, c'est quelque chose de figé à un instant T qui est sorti au mois de mai et qui évoquait effectivement toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir en informatique. Alors, je vais les reprendre rapidement. Donc, garder plus longtemps ses équipements, limiter les consommations d'énergie, optimiser les impressions, alléger sa messagerie électronique, le stockage des données, Internet, la bande passante, comment on utilise tout ça avec le plus d'efficience possible et sans rester en consommation H24. On a créé donc ce guide-là papier parce qu'il fallait sortir un instant T et parce que à la demande, on l'imprime pour les services qui veulent essayer de commencer à se s'éco-labelliser. Il est disponible en ligne? Il est disponible en ligne dans l'intranet. Et l'avantage de l'intranet, c'est qu'on l'a enrichi petit à petit. Alors, c'est très marrant parce que je me trouve à côté de Jean-Christophe et j'ai fait plein de références à l'ADEME et à l'INR, puisque l'INR a mis en place des MOOC, donc des ateliers concrets pour essayer de faire comprendre aux gens l'impact du numérique et la stratégie qu'on a à changer de comportement. Donc, du coup, j'avais prévu, mais je lui ai remis un de ces exemplaires de ce guide. Et ça permet aux utilisateurs qui veulent aller plus loin dans chaque thématique. Il y a un MOOC qui est disponible sur les différentes thématiques que je vous ai annoncées. Et donc, de nous interroger, nous, le groupe Transformation écologique du CHU, on a un référent par thématique et on est en question-réponse directement avec les utilisateurs pour essayer de les guider. D'accord. Est-ce que vous avez une sorte de boîte à idées? Est-ce que les professionnels sur le terrain peuvent être force de proposition aussi pour... Tout à fait. En fait, à chaque fois, alors c'est marrant, on revient sur les thématiques. D'abord, sur chaque thématique, on dit c'est quoi les chiffres de cette thématique? En impression, en nombre d'équipements, etc. Quelles sont les bonnes pratiques qu'a mis en place la DSI pour aider à réduire cet impact et quelles sont les pratiques qu'on propose aux utilisateurs qui peuvent s'approprier chaque boîte à outils dans chaque thématique. Des pratiques adaptées au métier de l'hôpital. D'accord. Parce que si une personne le soir va éteindre tous les équipements, y compris les équipements de bloc et les équipements d'imagerie et autres, c'est la catastrophe. Il y a des équipements qui doivent rester allumés et disponibles. Donc, on a adapté les bonnes pratiques de l'ADEME et d'autres que j'ai consultés aussi pour un utilisateur professionnel dans le monde de la santé et sectorisé aussi. Un secteur administratif n'a pas le même usage qu'un secteur médical, etc., etc. Vous parlez de pratiques adaptées.
Justement, Monsieur Chaussat, vous m'aviez parlé de numérique inclusif. Est-ce que c'est ça, le numérique inclusif? C'est quoi pour vous, le numérique inclusif? En quoi il est important de le mettre en œuvre à l'hôpital quand on va vers une démarche de sobriété numérique? C'est surtout grâce à des établissements de santé qui sont résolument tournés vers l'humain que ça prend du sens. Sinon, on n'est que sur de la technologie. Et justement, la valeur qu'apporte justement tout ce qui est établissement de santé. Je travaille aussi à Pôle emploi, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Il y a une notion d'éthique sur les applis que l'on développe, sur la protection des données, la conservation des données, mais aussi sur l'éco-conception qui fait, c'est bien beau d'avoir du matériel qu'on va reconditionner, remettre en état, mais il faut que ce matériel, quand il va être acheté par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel neuf, ils puissent l'utiliser sur les services que l'on va produire. Ça veut dire qu'il faut travailler de l'éco-conception, faire des programmes qui durent dans le temps et pas faire en sorte de devoir changer de matériel justement pour pouvoir se connecter et bénéficier de ces services. Donc, il y a ça dans le développement, mais il y a aussi dans le fonctionnement même de l'organisation. On peut travailler sur des clauses environnementales, certes, mais des clauses sociétales également. Il y a possibilité de demander aux prestataires qui nous accompagnent de faire de l'insertion, et dans les métiers de prestation intellectuelle en informatique, on le fait également. Donc, ça permet de monter des gens en compétences. On a la capacité aussi de choisir de travailler avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment pour le reconditionnement et le réemploi des ordinateurs. Et évidemment, il y a toute la dimension aussi sur l'accessibilité. Mais l'accessibilité n'est pas uniquement liée au handicap. Cette accessibilité, elle doit être universelle. C'est-à-dire, quel que soit le réseau dont on dispose, s'il est à bas débit, il faut aussi pouvoir se connecter. Donc, il faut rentrer dans une forme de sobriété qui fait que les services soient de plus en plus utiles, utilisables, utilisés et le plus simple possible, évidemment. Donc, ça re-questionne toujours par rapport aux besoins. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours un numérique qui est toujours plus consommateur, bon, peut-être toujours plus joli, mais au final, on s'y perd parce que ça devient trop compliqué pour rentrer dans des applications. La théorie des 3 U, c'est ça? Oui, c'est ça. Utile, utilisable, utilisé. D'accord. Il y a une question, je crois, du chat. Oui, ça rejoint d'ailleurs un peu cette discussion. Quel levier a-t-on sur les éditeurs pour qu'ils travaillent à l'optimisation de leurs solutions et ne pas simplement augmenter les ressources à leur demande tous les ans? Je veux bien réagir là-dessus. C'est vrai peut-être pas répondre exactement à la question, mais c'est vrai qu'on a. J'ai l'impression que dans la santé, c'est beaucoup de logiciels propriétaires, mais j'aimerais bien votre avis. Est-ce qu'il y a des logiciels libres? C'est vrai que aujourd'hui, tout l'intérêt des éditeurs, c'est justement de ne pas être sobre et de pouvoir vendre à nouveau que ce soit des licences ou des ordinateurs. Donc, il faut vraiment se poser la question sur l'obsolescence induite par ces logiciels où en fait on augmente de plus en plus les fonctionnalités, les évolutions. Ça rame au bout de 2-3 ans et hop, on doit changer de PC pour faire fonctionner sur un éditeur, sur un nouveau logiciel. Là-dessus, faut chasser les sources d'obsolescence. Donc, faut conformer les éditeurs à tous les référentiels d'éco-conception. Et puis, peut-être que nous, consommateurs, d'aller vers le logiciel libre. Je ne sais pas quelles sont vos marges de manœuvre au CHU. Au sein de l'État, je pense que ça fait des décennies qu'on se bat pour mettre en place du logiciel libre. Il n'y a pour l'instant que les gendarmes qui sont massivement passés à du Linux. Le reste, c'est Windows 11 qui fait de l'obsolescence, etc. Ouais. Monsieur Lebouche, vous vouliez réagir par rapport à ça? Non, mais effectivement, là, on parle plutôt des systèmes d'exploitation, des couches plutôt, on va dire, des Windows, etc. Pas que, mais c'est vrai que là, ce qu'on voit effectivement dans le secteur de la santé avec le projet EcoScore, c'est justement comment on donne des outils, comment on donne une manière finalement d'impliquer aussi les éditeurs dans le domaine de la santé, donc qu'ils soient publics ou privés, de pouvoir se mesurer. Je reviens souvent sur la mesure, mais c'est quand même clé dans la démarche de pouvoir se dire, mais où j'en suis finalement? C'est quoi la sobriété? De quoi on parle? La sobriété, ça veut pas dire, c'est un concept encore un peu nébuleux quelque part. Autant la performance, on voit, ça arrive vite. La sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles ressources dont j'ai besoin pour faire tourner une action élémentaire dans le domaine finalement du numérique? C'est très compliqué à qualifier. Donc, c'est important déjà de savoir où on se situe, de pouvoir se positionner et de pouvoir se comparer, parce que c'est aussi comme ça qu'on sait finalement ce que veut dire la sobriété. Je suis 2 fois plus consommateur que mon copain d'à côté. Tiens, je suis peut-être pas si sobre que ça. Donc, ça commence aussi comme ça, c'est une prise de conscience.
Donc, c'est important effectivement qu'on puisse, et donc c'est tout le projet du portail EcoScore développé avec l'ensemble des éditeurs plutôt à l'adresse des patients et plutôt de l'écosystème extérieur, on va dire, au domaine hospitalier finalement, mais en tout cas qui a vraiment du sens et qui montre qu'on peut aussi impliquer cette démarche auprès des éditeurs pour qu'eux-mêmes aient cette prise de conscience. Je juste réagir par rapport à ça. C'est vrai qu'on... Oui. Non, mais c'était pour rebondir avec la table ronde d'avant tout à l'heure. Tu disais en fait la démarche au niveau comment la SFAR est devenue. En fait, la question, et c'est exactement ça, c'est mesurer et comment je m'améliore. C'est cette démarche d'assurance qualité qui doit prendre en compte des indicateurs qui sont au-delà de juste pour nous les soins, c'est-à-dire en effet d'indicateurs de développement durable, d'éco-responsabilité dans notre pratique. Et donc en fait, c'est un peu une démarche globale de qualité, de pertinence de nos soins qui doit inclure tout ça. Et on se rejoint là sur le numérique, sur les soins. Et en fait, c'est et je pense que la santé et les médecins en premier, on n'était pas trop dans cette culture de l'évaluation et de la mesure et de la qualité. Mais je pense que globalement, tout ça, après, on retourne sur cette mesure, je mets une action, je vois comment elle s'améliore. Et, voilà. Et globalement, nous, on s'est repositionné aussi sur la qualité des soins via un prisme développement durable, quoi. Si je reprends l'exemple de la voiture de tout à l'heure, une voiture sobre, on sait ce que c'est, quoi, parce qu'on sait ce que ça consomme en litres de gasoil ou d'essence. Et on a tout de suite l'indicateur et on a en plus le résultat directement à la pompe. Et quand ça augmente, on le sait, quoi. Sur le numérique, on ne sait pas. Au contraire, tout est libre et tout ce qui est induit, en fait, on ne le sait pas. Tout ce qui est consommation de data center, de ressources naturelles. Bon, pour une voiture, c'est pareil. Il y a un coût de fabrication, ainsi de suite. Mais enfin, voilà, il manque des indicateurs précis actuellement pour se situer si on va être éco-responsable. Pardon, je vous coupe, mais on va devoir terminer cette table ronde. Et puis peut-être juste un tout petit dernier mot. Oui. Non, mais juste parce que c'est un sujet dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé éco-conception, optimisation. On n'a pas du tout parlé de ne pas numériser tout simplement, en fait. Numériser pour apporter du soin, etc. Oui. Numériser pour déshumaniser à l'ère de la visioconférence, des consultations, des téléconsultations, etc. Mettre du numérique pour déshumaniser, qu'on n'ait plus de relation avec le médecin. Franchement, il faut qu'on se pose des questions tous ensemble. D'accord. Monsieur Cugnac, un dernier mot de conclusion. J'ai effectivement donné beaucoup d'informations qui sont plutôt orientées poste de travail aujourd'hui, parce que c'est le premier niveau qu'on vient de monter. C'est-à-dire qu'il fallait se redonner une culture écologique dans le numérique. Les gens la découvrent, cette sobriété numérique, ils découvrent aujourd'hui. Donc, on a parlé de déchets, recyclage, mais aussi éducation, utiliser les outils, savoir les utiliser, mettre en place un guide pour faire tous ces usages, parce qu'il faut quelque part le graver dans le marbre pour que les gens aient un guide, pour pas que ce soit du téléphone arabe en disant machin a dit que, en fait, tu peux éteindre, non, il faut pas éteindre, machin, et finalement, personne ne fait rien. Et c'était ça pendant des années, des questions tournées par mail. D'accord. Maintenant, on va rentrer, j'espère, et là, je vais essayer de m'entourer un peu plus au sein de la DSI, dans l'étage au-dessus, c'est-à-dire les technologies qu'on utilise, les technologies poste de travail. On va essayer d'aller vers une virtualisation du poste de travail, déporter la puissance, effectivement, dans nos data centers, mais nous, on est hébergeurs de santé, donc on n'a pas des clouds extérieurs, les chemins, ils sont locaux. On a un moment, il faut quand même de la puissance quelque part pour faire tourner les programmes. Et sur le dernier volet, sur les applications, on n'a pas toujours le choix. Les appels d'offres sont conditionnés à l'ergonomie des logiciels que le corps médical va utiliser. Il faut que ce soit fonctionnel, il faut que le résultat soit pertinent, il faut qu'il soit interconnecté avec d'autres applications. Et là, on peut pas dire aujourd'hui, le marché, il est orienté vers le plus grand éditeur que je ne citerai pas. Et donc, les développeurs vont développer leurs applications, alors peut-être mieux demain, vers celui qui vend le plus et le système qui vend le plus. Par contre, tout le périmètre de sécurité de l'hôpital, qui nous permet, entre autres, de détruire 80 000 mails par jour dans le ménage qu'on fait, dans la sobriété aussi, mais de sécurité, et c'est pas le grand éditeur connu, c'est le libre, effectivement, qui est moins attaqué et qui est beaucoup plus sécurisé dans la conception. Donc, d'où, pour conclure, cette nécessité, rappelée à maintes reprises cet après-midi, de travailler de manière transversale, de discuter à tous les échelons de l'hôpital. Et maintenant, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup.